Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Louis Vassy, c'est le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, connu comme Sciences Po. Il est directeur depuis octobre 2024. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes ancien ambassadeur aux Pays-Bas, ancien directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères. En tant que diplomate et en tant que directeur d'un institut qui prépare les futurs ambassadeurs, une chose semble désormais claire, le monde multipolaire a vécu et Donald Trump n'est peut-être pas un accident de l'histoire, mais peut-être un indicateur de ce qui se passe. Emmanuel Macron a parlé des carnivores, les États-Unis, la Chine, la Russie, voire l'Inde, qui sont là et l'Europe ne sait pas trop quoi faire. On a vraiment changé d'air. Oui, je pense que tout le monde a compris qu'on a changé d'air. Et à vrai dire, on a changé d'air depuis longtemps. Est-ce que c'est en 2001? Est-ce que c'est en 2004, en 2008 avec la crise financière? Est-ce que c'est en 2014 avec l'invasion de la Crimée par la Russie? Bien sûr, on a changé de période. Et au fond, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai observé aux premières loges dans mes fonctions diplomatiques antérieures. Quand j'ai commencé au ministère des Affaires étrangères en 2004, c'était encore un monde où on négociait des textes multilatéraux, où on croyait à la capacité à gouverner le monde collectivement et par la coopération, même si les guerres existaient, les tensions existaient. Et cette manière de faire, elle s'est érodée au fil des années. Et aujourd'hui, on voit que la force, au fond, s'exprime davantage. Elle a toujours été structurante dans les relations internationales, mais c'est vrai qu'on a cru dans les années 90, au début des années 2000, qu'on était passé dans un autre temps. Et au fond, on revient finalement à ce qu'est le monde, c'est-à-dire une scène très organisée par les rapports de force. Est-ce que l'Europe ne subit pas tout ça? On a un petit peu l'impression que l'Europe qui s'est bâtie pour ne plus faire la guerre ne sait pas trop quoi faire, alors que la guerre est revenue sur son sol et peut-être à nos portes. C'est un fait. Je ne pense pas qu'il faille d'ailleurs le regretter. L'Europe, totalement, il faut simplement qu'elle soit lucide, mais l'Europe a tourné le dos, ou a voulu tourner le dos à des siècles de guerre civile permanente. L'Europe a été dans un état de guerre quasiment continu pendant 5-6 siècles jusqu'en 1945. Et évidemment, avec les tragédies incommensurables du XXe siècle, elle a voulu tourner le dos par l'intégration régionale, l'intégration continentale à cette réalité. La difficulté, je pense, à laquelle elle est confrontée, c'est que l'Europe est un empire comme les États-Unis ou comme la Chine, mais un empire différent. Là où les autres grandes puissances projettent leur puissance impériale vers l'extérieur, l'Europe, c'est plutôt le Saint-Empire romain germanique. Elle essaye plutôt de gérer les conflits entre ses parties d'une certaine manière. Et je crois que tout le monde comprend maintenant qu'elle doit aussi être capable de projeter de la puissance, au moins pour se protéger. Et les Européens en ont pris conscience, beaucoup le disent, ils cherchent à devenir plus forts aussi. On a les rapports produits par M. Letta, par M. Draghi. Cette interrogation, elle est présente. Mais il est vrai qu'on vient d'une histoire qui est celle des déchirements auxquels on essaye de tourner le dos. Et ça n'est pas totalement absurde, disons-le. Alors, ce climat géopolitique, et notamment ce qui se passe aux États-Unis, dans les universités américaines, on a vu les batailles entre l'administration Trump, des grandes universités, Harvard, Columbia et d'autres, a un impact concret à Sciences Po. On voit une arrivée très notable d'étudiants américains dans un sens, même de professeurs d'universités américaines à Sciences Po et dans d'autres universités européennes. Et d'un autre côté, une volonté claire des élèves de ne plus aller aux États-Unis. Oui, alors c'est peut-être un peu excessif comme présentation, mais c'est vrai qu'il y a une reconfiguration des flux d'étudiants internationaux, c'est une réalité. Le New York Times, quand il a parlé de Sciences Po il y a quelques semaines, parlait de nous comme d'un refuge. Et c'est vrai que au moment où, au fond, ces fractures internationales interviennent, beaucoup d'étudiants se demandent où il fait bon aller, d'autant qu'un projet d'études, c'est un projet sur 4, 5, 6 ans parfois, et donc il faut avoir un peu de certitude sur la manière dont ça va se passer. Ce que nous offrons au fond à Sciences Po
et je crois plus largement en Europe, mais c'est vrai que nous sommes très bien placés du fait de notre internationalisation depuis 25 ans, c'est en fait une atmosphère de liberté. Et au fond, l'université, c'est quand même d'abord et avant tout la liberté d'expression, la liberté académique, la liberté de débattre, la liberté d'avoir des points de vue différents, et puis évidemment le fait de le faire dans une atmosphère d'excellence intellectuelle. Ça a une conséquence pour nous très, très claire, vous l'avez dit, une augmentation très notable du nombre de candidatures étrangères, plus 33% en première année, et si on prend spécifiquement les étudiants américains, c'est plus 50% pour les candidatures en première année. Si on prend tous nos programmes confondus, pour la première fois de notre histoire, nous passons les 1000 candidatures américaines. Pour donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus que la deuxième nationalité qui est l'Allemagne, un peu plus de 500. Donc oui, il y a un très gros flux d'étudiants américains vers Sciences Po, mais en fait d'étudiants du monde entier, et notamment des pays du Sud. Mais d'un autre côté, comme je le disais, il y a aussi moins d'étudiants français ou européens qui ont envie d'aller aux États-Unis. Et on peut quand même penser que le climat politique en général, et en particulier sur les campus, leur donne pas vraiment envie d'y aller, alors que c'était traditionnellement vu comme le Graal. Ça peut jouer. C'est vrai qu'on a vu en quelques mois les États-Unis passer de la première destination la plus demandée par nos étudiants pour l'année d'études à l'étranger. Vous savez qu'à Sciences Po, tous les étudiants passent leur 3e année d'études à l'étranger. C'est très particulier. Je crois que nous sommes la seule université au monde à opérer de cette manière. Et donc, on observe un peu ce que sont les demandes. Et c'est vrai que les États-Unis ont beaucoup reculé, de 50% en fait. Et l'Asie, en revanche, augmente énormément. Pas que la Chine, d'ailleurs, c'est aussi l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée, qui attirent énormément nos étudiants. Alors, lors de votre arrivée à Sciences Po, il y a presque 2 ans, il faut le dire, l'école était en crise, déjà au niveau de sa direction, mais aussi en raison des manifestations liées le plus souvent à la guerre à Gaza. Vous aviez pris des mesures conservatoires à l'égard d'étudiants, vous avez fait appel aux forces de l'ordre, vous avez interdit par exemple une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, et vous avez affirmé que le calme était revenu, mais ça reste tendu. Mi-avril, il y a eu de nouveau des incidents, la police a été appelée, la majorité des professeurs de la faculté ont dénoncé votre recours à la police, une répression, une gouvernance unilatérale. Quelle est votre réponse à ces critiques sur votre mode de fonctionnement depuis votre arrivée ? Je crois qu'au fond, ce qu'il faut, c'est surtout avoir des débats de fond. Et c'est ça, au fond, le plus intéressant dans une université. Et le débat de fond dont on parle là, c'est de savoir comment on définit la liberté d'expression. Mon point de vue, c'est que la liberté d'expression est totale à Sciences Po. Et d'ailleurs, toute personne qui y vient, en fait, parcourt le campus pourra le noter. C'est unique. On a 2800 événements par an à Sciences Po, dont la très grande majorité est organisée par les étudiants, et beaucoup sont sur des sujets politiques difficiles. Il n'y a pas du tout d'étouffement du débat. On peut parler de géopolitique, on peut parler du Proche-Orient, évidemment, à Sciences Po, et on peut tenir des positions, franchement, même radicales. Ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, c'est bloquer l'institution, parce que, par définition, pour que cette liberté d'expression puisse exister, il faut bien que les espaces soient disponibles pour tout le monde. Sinon, c'est une captation, si vous voulez, par certains des espaces aux dépens des autres. Et moi, je suis le garant, finalement, de cette possibilité pour tous de s'exprimer. La liberté d'expression, il y en a qui l'aiment, sauf celle des autres, si vous voulez. Ils aiment bien leur liberté d'expression, mais pas celle d'autrui. Moi, je suis le garant un peu neutre de la liberté d'expression de tous. Et par définition, ça veut dire que les espaces doivent rester ouverts pour tout le monde. Alors, je dirais pas que, honnêtement, c'est le mode de fonctionnement normal à Sciences Po. Il y a eu effectivement le 14 avril cet événement. C'était la première fois depuis 1 an et j'espère que ça restera, si possible, j'aimerais bien que ça n'arrive plus parce qu'effectivement, c'est jamais agréable d'appeler la police, d'avoir à réagir. Mais d'un autre côté, c'est quand même extrêmement ponctuel. L'atmosphère sur le campus est objectivement excellente et j'espère que ça durera parce que c'est aussi bon pour les étudiants d'avoir ce foisonnement, si vous voulez, de débats d'idées. Alors, plus largement, comment est-ce qu'on préserve à la fois la liberté académique et la liberté d'expression dans des établissements comme le vôtre, Pour reparler des États-Unis, on a vu l'administration Trump accuser l'université de Columbia d'antisémitisme, la pousser, y compris avec une sorte de chantage financier, à faire des réformes. Est-ce que ça pourrait aussi arriver en France et pour Sciences Po qui dépend aussi des pouvoirs publics?
Bah, écoutez, je trouve que c'est une question passionnante et c'est vrai que traditionnellement en France, il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'université soutiennent en fait un schéma entièrement financé par l'État. Moi, je dis attention parce que d'une certaine manière, c'est quand même un risque, y compris financier, mais en fait surtout pour l'autonomie intellectuelle de l'université. Donc, ce que je pense fondamentalement, c'est que l'autonomie, il y a ceux qui et la liberté, il y a ceux qui en parlent et ceux qui l'organisent. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des faiseurs que des hableurs, disons. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de réduire le plus vite possible et au maximum nos dépendances à qui que ce soit. Et donc, c'est vrai que je travaille à un modèle économique qui réduit notre dépendance aux fonds publics. D'abord parce que la situation budgétaire de la France étant ce qu'elle est, je pense que c'est raisonnable sur le plan financier, mais aussi parce que je crois que derrière, c'est une question de liberté intellectuelle et d'autonomie de l'établissement. Donc aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes passés sous les 30% de budget venant de l'État. On est à 29%. Et j'entends assez vite arriver à 25% et ensuite continuer à développer notre autonomisation. Parce que le pouvoir politique, en effet, aux États-Unis a changé et il pourrait aussi changer en France et ça pourrait devenir plus compliqué. Mais je ne pars pas sur des hypothèses, des peut-être, etc. Mais ce que je veux dire, c'est un peu comme les relations internationales, vous voyez. Vos dépendances, c'est le jour où il y a un problème que vous les réalisez. Vous voyez, l'administration américaine a coupé le monde entier, y compris ses alliés, de l'accès au dernier développement de LLM d'Anthropic. Jusque-là, on ne voyait pas trop les problèmes de la dépendance. Et donc, c'est le problème de laisser ces dépendances intervenir, c'est que vous n'en réalisez le caractère problématique que le jour où il y a une crise. Donc, si on veut... je pense que la chose intelligente à faire, c'est d'anticiper et plutôt de dérisquer, comme on dit, et essayer d'être moins dépendant. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Et puis, de toute façon, lucidement, on voit bien que la situation budgétaire de la France étant ce qu'elle est, c'est raisonnable pour Sciences Po de dépendre moins des fonds publics. Et voilà, c'est une manière d'être raisonnable financièrement et autonome intellectuellement. Louis Vassy, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Merci.